Malgré l'état d'urgence sanitaire en République démocratique du Congo, les travaux de reconstruction se poursuivent. Cap ici sur les infrastructures d'assistance et d'appui aux chargeurs, les travaux du port sec de Kasumbalesa. Que retenir de ces travaux du port sec de Kasumbalesa? Où en sommes-nous exactement avec ces travaux d'infrastructure, d'appui et d'assistance aux chargeurs? Mesdames et messieurs, la réponse au cours de ce magazine qui reçoit deux invités pour vous faire savoir où en sommes-nous avec ces travaux. Bienvenue à toutes et à tous à votre magazine RDC Infrastructure et Développement que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Bienvenue. Comme je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que nous recevons sur ce plateau des circonstances deux invités pour parler de ce projet de construction et d'équipement du port sec de Kasumbalesa. J'ai en face de moi Mike Maene Amissi, il est conseiller juridique à l'OGEFREM. Bienvenue, maître Mike. Merci, bonjour. À côté de Mike Maene, j'ai monsieur Jean-Marie Numbi, lui il est chef de bureau du Ferry, c'est ça? Oui. Ferry c'est quoi? Ferry, c'est la fiche, c'est l'abréviation de la fiche électronique de renseignement à l'importation. Merci beaucoup. D'entrée des jeux, maître Mike, vous êtes conseiller juridique à l'OGEFREM, l'Office de gestion des fret multimodales, c'est ça? C'est ça? Et justement, c'est ça. Oui, pouvons-nous savoir aujourd'hui l'état des lieux de travaux des infrastructures liées au port sec et d'équipement de Kasumbalesa? Merci pour la question. Je veux juste apporter un petit correctif. Oui, étant travailleur à l'OGEFREM, je ne suis pas avocat, donc il n'est pas indiqué de m'appeler Mike, maître Mike, plutôt monsieur Mike ou le conseiller juridique. C'est juste un petit correctif que je devrais apporter. Merci, allez-y, répondez à la question. Ok. Par rapport à l'état des lieux du port sec de Kasumbalesa, je commencerai par parler juste d'une manière très brève de la mission de l'OGEFREM. C'est-à-dire, l'une des missions de l'OGEFREM, c'est d'assister les chargeurs. Faire une assistance de proximité aux chargeurs. Qui sont les chargeurs? Les chargeurs sont les importateurs et les exportateurs. Privés comme expatriés. Tout à fait. Alors, pourquoi la naissance du port sec de Kasumbalesa? Le terrain d'abord du port sec de Kasumbalesa est né et a été acheté en 2005. Et je reviens sur ce que je disais, pourquoi ce port sec de Kasumbalesa? Il se fait qu'au niveau de la route de Kasumbalesa, qui sépare, où il y a la frontière entre le Congo et la Zambie, il y a les tracks ou les camions qui viennent de la Zambie. Alors, à un certain moment, ça crée un embouteillage monstre. Des bouchons terribles, de telle sorte que lorsque quelqu'un vient avec sa marchandise, par exemple, qui vient de la Zambie et il vient entrer au Congo, il peut passer 2, 3, 4 jours à Kasumbalesa. C'est déjà un manque à gagner pour ce chargeur-là. Et ça a eu une certaine implication sur la marchandise qui sera vendue au Congo ici par le dernier consommateur qui va acheter. C'est-à-dire quoi? Il va chercher à comptabiliser toutes ces dépenses au niveau de la frontière. Alors, l'OGEFREM, à travers sa mission, a dit mais nous avons la possibilité d'essayer d'assister les chargeurs puisque c'est une de nos missions. C'est ainsi que cette idée est venue de créer ou de construire ce port sec de Kasumbalesa. Ainsi, en 2005, le terrain a été acheté. Malheureusement, il s'est passé, je crois, 10 ans après, sans pour autant qu'on fasse quelque chose. Ce qui fait que ce terrain-là est devenu... C'est un terrain inculte, c'est-à-dire il y a des arbres qui ont poussé, il y a eu tout ce qu'il y a eu. Alors, c'est à l'arrivée de monsieur le DG Patient Saïba Tambwe. C'est vrai, je dois quand même dire que avant l'arrivée de monsieur Patient Saïba Tambwe, il y avait le DG Kikwa. À l'époque du DG Kikwa, il y avait eu l'étude du sol, qu'on appelle l'étude géotechnique, qui avait été faite, et l'étude de rentabilité économico-financière. Mais cette étude-là, il faut préciser qu'elle ne consistait qu'à construire juste un aire de stationnement et 2 ou 3 entrepôts. Mais avec l'arrivée de la nouvelle direction générale de l'OGEFREM, chapeautée par M. Patient Saïba Tambwe, il a eu une vision plus large.
C'est ainsi que vous allez comprendre que ce port-là, à l'époque de M. Kikwa, il était évalué à 125 millions de dollars, mais avec l'arrivée de M. Patient Saïba Tamboué, il a été évalué à 300 millions de dollars. Alors, par rapport à votre question, l'état des lieux, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire par rapport au port sec de Kasumbalesa? Premièrement, le terrain qui était inculte, il a été désherbé. Et pour désherber 62 hectares, chers amis, il y avait des arbres, il y avait beaucoup de choses. Il a fallu des engins. Oui. Ces engins sont venus, ces engins ils fonctionnent avec du carburant. C'était des dépenses. Il y a la main-d'œuvre. Il y a la main-d'œuvre qu'il faut payer. Après avoir désherbé, il y a eu le compactage du sol. Mais lorsqu'on parle du compactage du sol, il ne faudrait pas que les gens se disent compacter le sol c'est facile. Non. C'est-à-dire qu'il y a étape par étape. On vient, on dit mais le sol il est comment? On essaie un peu de mettre, je ne suis pas trop technicien, je crois que mon collègue pourra me compléter. Donc il y a eu le compactage du sol. Après le compactage du sol, il y a eu la sécurisation du terrain. En quoi consiste la sécurisation du terrain? C'est la clôture. Au-delà de la clôture, les personnes qui avaient déjà construit au sein de notre terrain, nous sommes des humains, nous avons eu à les désintéresser pour qu'ils aillent ailleurs. Voilà ce qui s'est fait aujourd'hui, ce qui s'est déjà fait aujourd'hui par rapport au port sec de Kasumbalesa. Monsieur Jean-Marie Numbi, avez-vous quelque chose à compléter par rapport à ce que M. Mike venait de dire? Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour la question. Je commence par dire que l'émission attribuée par l'État congolais à l'OGEFREM, c'est entre autres développer les infrastructures d'assistance aux chargeurs. Il y a plusieurs infrastructures qui cadrent d'ailleurs bien avec l'intitulé de votre mission, de votre émission. RDC, infrastructure et développement. Tout à fait. Alors, dans ce cadre de développement des infrastructures d'assistance aux chargeurs, ça veut dire essayer d'alléger les chargeurs dans l'accomplissement de leur travail, tourner vers le commerce extérieur. Alors, l'OGEFREM se dit, comme le conseiller juridique l'a dit tout tantôt, que pour éviter, pour désengorger la frontière entre la République zambienne et la République démocratique du Congo et faciliter la fluidité des formalités administratives, autant mieux développer cette infrastructure qui est le port sec. Le port sec, on l'appelle port sec parce que en tout et pour tout, ça sera l'équivalent du port maritime. Alors, ça c'est d'entrée de jeu, c'est l'une des missions, ce n'est pas quelque chose qui est fait comme ça, c'est parmi les attributions que l'État a données à l'OGEFREM. Alors, qu'est-ce qui est fait? L'état de lieu actuellement, c'est un terrain vide, comme l'a dit le conseiller, qui a été acheté en 2005. Et le travail qui a été fait maintenant, c'est le désherbage. Et quand vous devez ériger une infrastructure qui doit prendre une couche de béton d'une certaine dimension, 62 hectares, une couche de béton d'une certaine dimension pour supporter les camions de haut tonnage qui doivent stationner des heures et des heures dans cet entrepôt, plutôt dans ce parking ou dans ce port sec. Il y a aussi, avant de mettre ce béton, il faut décaper le terrain. Donc après les désherbages, on enlève d'abord la mauvaise terre. On enlève la mauvaise terre à une certaine hauteur et on commence à alimenter par des matériaux différents pour permettre que la résistance soit complète et normale. On alimente niveau par niveau, on compacte chaque matériau qu'on alimente jusqu'à aujourd'hui. On a fini de compacter avec la terre jaune qui est capable maintenant de recevoir la couche de béton dans les prochains jours. Jean-Marie Numbi, concrètement, aujourd'hui, nous pouvons dire qu'est-ce qui est réellement fait et qu'est-ce qui reste à faire sur le chronogramme de travaux prévus pour ce port. Ok, pour ce port, le chronogramme prévoit des travaux en phase. Ça veut dire qu'on ne va pas commencer les travaux et les terminer tels que le prévoient les études. On va commencer module par module. Le premier module, c'est évidemment ériger d'abord un aire de stationnement. Et les autres modules, ça sera la construction des terminaux,
à gaz, les terminaux à carburant, les terminaux à céréales, construire des bureaux de tous les intervenants à la frontière, des services intervenants à la frontière, construire de voies d'accès ferroviaire, construire tous ces modules-là qui seront développés phase par phase. La première phase, c'était la sécurisation du terrain. On a clôturé à ce jour, tous les 62 hectares sont clôturés. À ce jour, 20 hectares sont compactés et prêts à recevoir la couche de béton. Merci beaucoup. Même question, Mike Maïné. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le plan pratique, pouvez-vous nous faire un décryptage pour nous faire voir que voilà, comme un ABC, voilà ce qui est fait, voilà ce qui reste à faire? Comme vient de le dire M. Jean-Marie Numbi, c'est un projet modulaire. C'est-à-dire que c'est un projet qui doit commencer par une étape. Lorsqu'on finit la première étape, nous passons par la deuxième étape. La première étape, c'était laquelle? C'était juste cette terre de stationnement qui permettra, dans un premier temps, de décongestionner la route de Kasumbalesa, qui nous relie plutôt avec la Zambie. Et ce qui est fait aujourd'hui, l'essentiel est déjà fait. Il ne reste qu'une seule étape. Et pourquoi nous avons un peu traîné? Puisque d'abord, le sol de Katanga, c'est un sol argileux, le sol de Kasumbalesa. Alors, le bétonnage, non seulement qu'il attend encore un peu de moyens, mais aussi la saison. On ne pouvait pas bétonner durant la saison de pluie. Il a fallu qu'on attende la saison sèche. Nous sommes déjà en saison sèche. Nous sommes en saison sèche, mais il faudrait aussi des moyens pour que nous puissions bétonner maintenant la partie de 20 hectares. Mais je vous dirai, ceci, monsieur le journaliste, c'est-à-dire que c'est un partenariat public-privé que nous appelons PPP ou PPP. C'est-à-dire que l'OGFM en soi, il donne le terrain, premièrement. Deuxièmement, l'OGFM donne son pouvoir régalien, qui est celui de percevoir le fret congolais partout où il passe. Alors, la nouvelle entreprise qui sera créée aura ce pouvoir-là. Mais les autres associés dans ce port, ils vont devoir nous apporter les capitaux. Mais à ce stade, tout ce qui est fait, c'est fait sur fonds propres de l'OGFM. C'est-à-dire que, pour vous donner plus d'éclaircissement, l'OGFM a pris un prêt, a sollicité un prêt auprès d'African Bank de 3 millions de dollars, ce qui nous a permis de faire les travaux que nous avons faits jusqu'à ce jour. Et nous attendons, comme je vous l'ai dit précédemment, qu'on procède au bétonnage. La saison sèche a commencé. Dès que nous aurons encore un peu plus de moyens, nous allons maintenant procéder au bétonnage. Mais je voudrais insister sur un fait. Oui. Le port sec de Kasumbalesa, au fait, il a même bénéficié du prix de meilleur projet intégrateur de l'Afrique subsaharienne par le prestigieux magazine économique américain qu'on appelle Forbes. Pourquoi? Puisque c'est un port intégrateur. C'est-à-dire qu'il va réunir presque les 7 ports de l'Afrique, ce qui va permettre une bonne fluidité et un bon contrôle de tout ce qui entre au Congo et de tout ce qui sort au Congo. Oui, avant qu'il ne vous complète, j'aimerais que vous puissiez nous expliquer, vous parler de fonds propres de l'OGFM, mais qui devrait financer ce projet? Nous avons apporté le terrain, nous avons apporté notre pouvoir régalien que nous avons, celui de percevoir le fret, mais aussi maintenant ceux-là qui vont devoir s'associer avec nous, ce sont ceux-là qui vont devoir nous amener les moyens. L'OGFM, à son niveau, il a pu démontrer de quoi il est capable. C'est pourquoi nous avons fait ce premier module plutôt sur fonds propres. Nous attendons maintenant ceux-là qui vont venir s'associer à nous pour que nous puissions continuer les autres étapes afin que nous ayons ce projet-là comme nous l'avions prévu. Mais je peux, si vous voulez, continuer. Oui, allez-y. Je peux continuer à vous dire que par rapport à cela, aujourd'hui, la Banque africaine de développement, oui, elle est partie intégrante aujourd'hui dans cette histoire du port sec de Kasumbalesa. Elle est en train de... Elle fait partie des partenaires qui vont accompagner le projet. Oui, actuellement, nous sommes en phase de partenariat avec la BAD, la Banque africaine de développement, oui, par l'entremise bien sûr du gouvernement congolais, oui, puisque ce projet il a été intégré dans le programme du gouvernement. C'est ainsi que la BAD est venue vers l'OGFM pour actualiser les études qui avaient été faites bien en avance. C'est-à-dire qu'on vous a dit que
Les études ont été estimées, la deuxième étude bien sûr, elle a été estimée à 300 millions de dollars. Oui. Aujourd'hui, nous avons l'appui de la BAD qui nous a appuyé financièrement pour réactualiser ces études et nous préciser justement combien vont coûter les travaux du port sec de Kasumbalesa jusqu'à la dernière étape ou jusqu'au dernier bout. Monsieur Jean-Marie Numbi, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Oui, juste pour dire que l'OGEFREM n'a pas à lui seul tous ces moyens pour arriver à terme de ce grand projet. Comme on l'a dit, c'est un projet intégrateur. C'est ainsi que le gouvernement l'a inscrit dans le projet de la SADC. C'est là que vous voyez l'intervention de la BAD, comme l'a dit le conseil juridique, de la BAD pour financer, actualiser les études de faisabilité. Oui, est-ce qu'à ce jour, on peut savoir à quand exactement, vous avez parlé que les travaux sont en train de se faire par palier. Alors, selon le chronogramme que vous avez, on peut savoir déjà aujourd'hui quand est-ce que ces travaux vont se terminer? C'est possible aujourd'hui de le dire, M. Mike? Lorsque l'essentiel des travaux a été fait, je pense que si nous avions l'ingénieur sur le chantier qui peut bien estimer le timing nécessaire, puisque il faut dire aussi que lorsqu'on coule un béton, et ce n'est pas n'importe quel béton, ça prend du temps. Personnellement, je ne sais pas estimer à quand finiront les travaux, mais c'est à moyen terme que ces travaux prendront fin. Là, je suis précis, c'est à moyen terme. Oui, merci, à moyen terme. Mais si nous pouvons évaluer aujourd'hui ce qui est fait en termes de pourcentage, ça peut nous donner quel chiffre? Nous sommes au-delà de 60% des réalisations. Jean-Marie Numbi, oui, je crois le contraire? Non, c'est pour lever l'équivoque. 60% de réalisation en ce qui concerne le premier module. En ce qui concerne le premier module. Et même quand le conseil a parlé du moyen terme, c'est par rapport au premier module. Et il y a combien de modules au total? Bon, on ne saura pas vous le dire exactement parce que les études vont devoir être refaites sous l'appui de la BAD. Et c'est en ce moment-là qu'on va déterminer les modules, et les différents modules et les différents équipements qui vont être mis sur ce port. Et après seulement, lorsque même en parlant du temps global, quand les travaux prendront fin, il faudra attendre avec les débuts de financement pour définir à quand est-ce que ça pourra finir. Oui, allez-y. Pour compléter, M. Jean-Marie Numbi, oui. Le module, en fait, il est sujet des financements aussi. Oui. C'est-à-dire que plus nous avons des moyens, plus les travaux avancent. Même 2 modules. Oui. Mais moins nous avons les moyens, on peut faire un module. Donc, ils sont au fait le corollaire des moyens que nous allons devoir avoir. Si nous avons plus de moyens, et nous allons tout terminer. Mais nous savons que 300 millions de dollars, ce n'est pas peu de choses. C'est pourquoi nous disons que avec les moyens que nous aurons à faire tel module. Nous avons des moyens, nous faisons tel module. Donc c'est par rapport aux moyens que nous allons préciser les modules. Parce que vous parlez de moyens, nous sommes passés de 125 millions à 300 millions de dollars. Est-ce que vous pouvez éclaircir la lanterne de l'opinion? Il y a des téléspectateurs qui nous suivent, qui sont parfois sur ce dossier, pour qu'ils prennent connaissance aujourd'hui pour comprendre 125 millions, 300 millions. Expliquez-nous un peu. La première étude ne concernait qu'un petit espace où on devait ériger un aire de stationnement et je crois 2 ou 3 entrepôts. Avec la nouvelle vision de la nouvelle direction générale, chapeautée par M. Patient Saïba Tamboué, la vision elle est devenue trop grande. Je pars sur un petit exemple banal. Vous avez un terrain de 30 sur 30. Vous voulez construire une maison de 10 sur 20, une maison basse. Mais une autre personne vous dit, mais sur ce terrain, vous pouvez construire une maison de 25 sur 30, mais vous pouvez aussi monter en hauteur avec 3, 4, 5 étages. Donc vous comprenez qu'une maison basse, sur 20 sur 15, peut coûter par exemple 1 000 $, mais celle qui prend 30 sur 15 et qui monte sur 6 niveaux, elle va coûter peut-être 3 000 $. C'est la même chose avec le conseil de Kasumbalesa. Au départ, c'était comme je l'ai dit bientôt, c'était juste un aire de stationnement, mais actuellement, qu'est-ce qui fait monter le coût? Je crois que mon frère Numbi a eu à effleurer ça. Il y aura non seulement l'espace qui est déjà là, mais nous aurons, ce port sec sera relié
par une route. Ce port sec sera relié par des rails. Au sein de ce port sec, il y aura des stations où on pourra garder, le mot m'échappe, on pourra garder, et l'essence. Un terminal où on pourra garder par exemple l'essence, où on pourra garder le gaz, où on pourra garder tout ce qui est combustible. Pas seulement ça, nous aurons... C'est comme ça que vous parlez d'équipement, projet de construction et d'équipement. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ce port, au sein de ce port, il va regorger autant de services et autant d'équipements, différemment de ce qui avait été prévu quand c'était 125 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a plus d'équipements qui ont été intégrés dans ce port pour qu'il puisse atteindre ce stade de 300 millions de dollars. Oui, pour compléter le conseiller, c'est justement ce qui a fait monter le coût. Évidemment, les études seront confirmées avec le financement de la BAD. Ça veut dire que nous voulons dupliquer ce qui se passe exactement dans le port maritime. Parce que dans le port maritime, nous trouvons des terminaux, les différents terminaux, selon les différents produits qui arrivent, les différentes marchandises qui arrivent. Nous avons les céréales, il y aura un terminal à céréales, un terminal à carburant, combustible, un terminal plutôt à gaz, un terminal... le port sera relié au chemin de fer et nous aurons des portiques et toutes les infrastructures qui se trouvent dans le port maritime, exactement comme dans le port maritime, à la seule différence que là-bas c'est sur terre ferme. De vous entendre parler, Mike Mayeni, c'est comme si le GFREM est en manque de partenaires pour l'accompagner à matérialiser ce projet. Je ne dirais pas que le GFREM est en manque de partenaires. Vous savez, la période qu'a traversé notre pays, il n'y a pas longtemps, nous étions pendant une période électorale, c'est vrai. Je crois que... Ça fait plus d'une année, ça fait plus d'une année. Nous sommes en train de nous installer et tout est en train de redevenir à la normale. C'est-à-dire que nous sommes déjà, par rapport au temps présent, nous sommes déjà en pourparlers avec certains partenaires. Exact. Par rapport maintenant à monter justement cette entreprise-là. Mais ce partenariat-là ne concerne pas seulement une seule personne ou un seul individu. Non, le partenariat, il est ouvert à tous. Ce n'est pas comme c'était prévu avant. Il est vraiment ouvert à tous. Et nous attendons tous ceux-là qui sont de bonne foi et qui ont des moyens, qu'ils viennent nous prêter main forte pour qu'on puisse réaliser évidemment ce projet post-secteur. Je pense qu'au niveau de réseau, que vous coordonnez, il y a aussi des appels par rapport aux partenaires pour qu'ils puissent venir vous accompagner pour réussir le projet. Oui, plusieurs partenaires sont intéressés. C'est comme l'a dit le conseiller, plusieurs partenaires sont intéressés. Nous avons connu du recul avec la période électorale et les choses se remettant, je pense que tous vont pouvoir relancer leurs appels. Il y a plusieurs personnes, plusieurs opérateurs économiques, plusieurs sociétés étrangères qui sont intéressées à venir prêter le financement dans ce projet. C'est depuis le 13 juillet 2017 que Patience Aïba est à la tête de l'OGFREM. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons savoir les avancées enregistrées sous son leadership à la tête de l'OGFREM? Merci encore une fois, monsieur le journaliste, pour la question. Nous avons, permettez-moi de faire un petit recul. C'est-à-dire qu'avant l'avènement de M. Patience Aïba Tango comme directeur général de l'OGFREM, nous avons connu une période tellement difficile à l'OGFREM que je ne saurais même plus faire marche arrière, puisque deux fois ça donne larmes aux yeux. Ce n'est pas de la flatterie. Vous êtes sincère par rapport à ce que vous dites. Je ne suis pas de l'OGFREM, je suis journaliste. Nous lisons les réseaux sociaux et nous voyons aussi ce qui s'est dit. Mais vous êtes dans la boîte et c'est à vous de nous éclaircir. Est-ce que c'est sincère ce que vous dites? Vous avez la parole, oui. Merci de m'avoir redonné la parole. Je suis vraiment sincère. Nous avons connu 5 mois d'arrivée de salaire ici à l'OGFREM. Nous avons connu une période pendant laquelle la couverture médicale n'était plus assurée par l'employeur. Ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Nous avons connu ici même à l'OGFREM l'incivisme fiscal. Ça signifie quoi? C'est-à-dire qu'on perçoit à la source sur le salaire de chaque agent. Par exemple, ce qu'on appelle les IPR, les impôts professionnels sur le revenu. On percevait ça à la source.
mais nous avons été taxés d'incivisme fiscal. Ça signifie quoi? L'argent qui était perçu à la source n'était pas reversé au niveau du trésor public à travers la DGI. Nous avons même été indexés par la Banque centrale. L'indexation signifie quoi? C'est que nous ne serons plus en mesure d'avoir un prêt puisque nous étions des mauvais payeurs. Donc on prenait des dettes, mais on ne savait pas payer. Mais lorsque M. Patient Saïba Tambou est arrivé à la tête de l'OGFM, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les arriérés, j'ai bien dit, de 5 mois. En 2 mois, il a presque apuré les arriérés. Les 5 mois. Oui, je dis en 2 mois, puisqu'on commençait à percevoir 2 salaires. Un arriéré, un salaire du mois. Un arriéré et un salaire du mois. En 2 mois, il a presque apuré les arriérés. Ça, c'est de 1. C'est un avantage. C'est un acquis par rapport à M. Saïba Tambou. La couverture médicale, elle est revenue, mais pas comme c'était avant. C'est-à-dire qu'actuellement, on peut vous soigner à Kinshasa, et lorsque le cas il est un peu compliqué, on peut vous renvoyer à l'extérieur. Et nous avons même un partenariat, M. Numbi, il était parmi les personnes qui sont parties en Algérie, pour créer un partenariat avec un hôpital algérien. Chaque fois qu'au Congo, tunisien plutôt, chaque fois qu'au Congo, que le sang ne marcherait pas au Congo, les travailleurs pourraient être envoyés en Tunisie pour y être soignés. Ça, c'est un deuxième acquis. Mais quittons l'aspect social. Entrons maintenant même dans le travail concret de l'OGFM. L'impact visible. L'impact visible. Nous avons, premièrement, avec l'avènement de M. Patient Saïba Tambou, nous avons acquis les arrêtés interministériels qui font de la FERI aujourd'hui un instrument obligatoire. Avant, la FERI n'était pas obligatoire, mais c'est grâce à M. Patient Saïba Tambou que la FERI est devenue un instrument obligatoire. M. Numbi aura à vous expliquer c'est quoi la FERI. Deuxièmement, au lieu de nous arrêter à la FERI, qui est la fiche électronique de renseignement à l'importation, M. Saïba Tambou a maintenant mis en place, au fait, a mis l'effectivité de la FERE, qui est la fiche électronique de renseignement à l'exportation. Au Congo, vous savez, par exemple, nous exportons plus de minéraux. Alors, il a fallu aussi qu'il y ait un suivi de ces minéraux, où ils vont et comment il faut voir leur traçabilité. Donc, avec M. Patient Saïba Tambou, non seulement la FERI est devenue obligatoire, mais nous avons aussi la FERE. Ça, c'est de 2. De 3, nous avons aujourd'hui, toutes les directions sont dotées de nouveaux véhicules. Des Jeep 4x4, tout neuf, pas neuf. Acheté sur fonds propres ou il y a des crédits qui ont été contactés? Même si c'est un crédit, c'est toujours sur un fonds propre puisque nous allons toujours rembourser. Donc, on a acheté des véhicules pour toutes les directions. Ça encore, c'est un acquis. Un autre acquis, c'est la diversification des mandataires. Dans le temps, M. Numbi aura à mieux expliciter ça, nous n'avions qu'un seul mandataire qui s'appelait Frabemar. Et ce mandataire ne nous donnait que... En fait, les recettes étaient toujours linéaires par rapport à ce mandataire-là. Mais depuis qu'on a diversifié les mandataires, comme on nous a toujours dit, la concurrence, c'est une bonne chose. Ouais. Elle favorise les choses. Oui. Donc, on a diversifié les mandataires et depuis que les mandataires ont été diversifiés, nous voyons nos recettes en train de galoper et de galoper. C'est toujours un acquis avec M. Patient Saïba Tambou. Nous pouvons encore citer la mise en place ou la mise en œuvre puisque l'OGFM, on dit, c'est l'Office de gestion du fret multimodal. C'est-à-dire la voie routière, la voie ferrée, la voie fluviale, la voie aérienne. Le fret de la voie aérienne. C'est avec l'avènement de M. Patient. Ça ne se faisait pas hier. Ça ne se faisait pas hier, mais c'est avec l'avènement de M. Patient Saïba Tambou. Okay. Nous avons signé un protocole d'accord avec la DGA imposant comment on les appelle, en fait, au niveau de la douane. On ne peut, en fait, la FERI fait partie maintenant de la liasse documentaire avant que vous ne puissiez dédouaner votre marchandise. C'est un acquis encore avec le DG Patient Saïba Tambou. Je peux en citer tant d'autres. Monsieur Numbi, je pense qu'il peut me compléter. Oui, Monsieur Numbi, vous pouvez compléter, Mike? Oui, justement, il y a plusieurs acquis. Il y a plusieurs acquis, notamment en ce qui concerne l'émission de l'OGFREM. Les missions de l'OGFREM qui sont l'assistance aux chargeurs, le développement des infrastructures d'appui aux chargeurs. Nous avions, effectivement, la FERI existait, mais elle n'avait pas de soubassement juridique. C'est seulement avec l'avènement de la nouvelle direction générale, conduite par le DG Patient Saïba, que nous avons pu obtenir les arrêtés
rendant obligatoire, comme ça se fait sous d'autres cieux, dans d'autres conseils de chargeurs, rendant obligatoire l'exigibilité de la FERI, de l'AD et de la FERE dans le processus de pré-dédouanement. Alors, ça c'est un acquis. Et la couverture, l'OGEFREM a pour mission de couvrir le fret, de retracer le fret, de donner des informations en amont sur le fret, d'où qu'il vienne sur la Terre, la planète Terre. Alors, nous avions un seul mandataire qui nous aidait à travers l'instrument de la FERI à couvrir ce fret. Mais malheureusement, ce mandataire que nous avons utilisé pendant 10 ans, qui avait le logiciel qui était chez lui en Italie, parce qu'il était italien, qui avait le logiciel qui était logé chez lui, c'est ce logiciel qui gérait le fret congolais à partir de l'Italie. Et donc, il nous donnait des informations que lui voulait nous donner, parce que nous n'avions pas accès à ces logiciels avec toutes les permissions. Mais avec l'avènement du DG Saïba, qui a voulu mettre en avant l'expertise congolaise, des agents de l'OGEFREM, des Congolais, ont développé un logiciel, chose qui a été impossible depuis la création de l'OGEFREM. Ils ont développé un logiciel qui aujourd'hui est utilisé par plusieurs mandataires. Nous en avons 7 aujourd'hui, disséminés dans les différentes zones économiques, géographiques dans le monde. Et c'est qui a pour avantage la couverture du fret d'où qu'il peut venir. Et vous comprendrez que plus il y en a beaucoup, plus même les recettes ou la couverture penche à la quasi-totalité, à presque 100%. On n'est pas encore arrivé à 100%, mais nous allons petit à petit parce que aujourd'hui, si vous regardez, le taux de régularisation a beaucoup diminué. Alors, un autre acquis, c'est justement le fait que ce logiciel soit géré ici au Congo. Ça veut dire nous sommes maîtres, nous sommes souverains et nous devons gérer notre fret. Nous devons à partir d'ici voir qu'est-ce qui doit venir, plutôt que d'être, de subir. À l'arrivée, on se rend compte que tel ne devait pas arriver, c'est arrivé, mais à partir d'ici, nous savons maintenant contrôler, et 24 heures sur 24, ce qui doit venir en RDC. Merci beaucoup. Tant de flairs, j'ai suivi, Mike comme Jean-Marie. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui explique toutes ces accusations sous la toile, détournement, machin, ainsi de suite? Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui des accusations sur la personne des patients Saïba, sous la toile aujourd'hui? Vous le voyez? Je voudrais d'abord enchérir M. Nombi en disant ceci, puisqu'il a bien parlé de la FERI. La FERI, au fait, c'est un instrument de souveraineté d'un État. Au travers de la FERI, nous savons par exemple qu'est-ce qui entre au Congo. Est-ce que dans le document en soi, tout est consigné dedans. La FERI, par exemple, elle permet à la DGDA de savoir tel a importé telle marchandise. Parce que nous le voyons aujourd'hui. Quelqu'un peut importer du ciment, il dit j'ai importé des casquettes. C'est un manque à gagner, n'est-ce pas? Mais avec la FERI, non seulement qu'il vous apporte toutes les factures originales plutôt, de la marchandise qu'il a achetée, mais vous savez aussi au départ, la personne a acheté quoi. Et ça c'est normal. Mais de deux, la FERI nous permet aussi de faire la traçabilité comme il a dit. Mais j'essaie un peu de l'expliquer. Aujourd'hui, oui, avec le procès de 100 jours, est-ce que vous savez que l'OGEFREM a été aussi invité? Grâce à la FERI, on devrait savoir aujourd'hui où se trouveraient les conteneurs dont on est en train de justifier pendant le procès. On a parlé de certains. Ça existe ou ça n'existe pas? Grâce à la FERI, on doit savoir les conteneurs existent à tel endroit. Là n'est pas notre problème. C'est pour juste vous montrer que la FERI, c'est justement un instrument de souveraineté nationale et qui aide justement l'État congolais de mieux savoir qu'est-ce qui entre au pays et la chose qui entre au pays à quelle valeur. Puisqu'on peut nous amener les armes sans plus qu'on puisse le savoir. Maintenant, par rapport à la question que vous posez... La polémique, oui. La polémique qui existe dans les médias. Oui, oui. C'est juste un acharnement qui n'a pas de raison d'être. Pourquoi je le dis ainsi? Nous venons de vous brosser, d'une manière un peu brève, de ce qui se passe à l'OGEFREM. À l'OGEFREM, qu'est-ce qui avait été, en fait, qu'est-ce qu'on a avancé dans les réseaux sociaux? Il a été dit que le DG de l'OGEFREM a eu à détourner 7 millions de dollars qui lui avaient été donnés comme prêt au niveau d'Afriland Bank. Et ce prêt-là
devrait servir au premier module dont je vous ai parlé. Oui, vous avez parlé d'un prêt de 3 millions de dollars. Oui. Mais lorsque le procureur est allé au niveau d'Afriland Bank, il a vérifié pièce sur pièce, non seulement que la procédure avait été respectée. Quelle était la procédure? C'est-à-dire qu'on devrait s'adresser au conseil d'administration et avoir le quitus au niveau de la tutelle. Tout cela avait été obtenu. Et après cela, nous avons écrit à la banque nous a octroyé un crédit de 18 mois. Ce crédit-là, non seulement qu'il a été remboursé, mais il a aussi servi aux travaux plutôt dont je vous ai cité. Mais ce crédit n'a jamais été de 7 millions, il a été de 3 millions. Toutes les pièces sont là. Voilà une preuve que ce n'était que de l'acharnement qui n'avait pas de raison d'être là. On a parlé de 7 millions qu'on a payé à Freeland, mais lorsque vous vérifiez, à Freeland, nous avons pris 3 millions de dollars. Je vous ai expliqué précédemment. Qui ont servi aux travaux. Qui ont servi les 3 millions de dollars. Ok, oui. Donc, toute la procédure, non seulement qu'elle avait été respectée, mais l'argent avait bel et bien été affecté pour la cause dont elle avait été prise, mais aussi le prêt, nous l'avons épongé. Donc, nous n'avons plus de dettes au niveau d'Afriland. Ah, les 3 millions ont été payés. Oui, ont été payés. Mais on a dit que le poste de Kasumbalé, ça a été un éléphant blanc. Je m'insurge en faux. Je dis que ce n'est encore une fois de la diffamation. Donc, on ne sait pas d'où viennent ces choses-là. Oui, parce que vous êtes... Aujourd'hui, permettez-moi de dire, le procès de Kasumbalé, ça aujourd'hui, il est bel et bien vivant. Je vous ai dit, il ne reste que la dernière étape du premier module qui est le détonnage. Voilà, oui, merci. Parce que vous parlez que vous êtes contre, vous vous inscrivez en faux sur ceux qui disent que c'est un éléphant blanc. Mais quel sera l'avantage aujourd'hui de la République démocratique du Congo une fois ces travaux terminés? Je l'ai dit en entrant d'entrée de jeu, ce port sec va non seulement nous aider à décongestionner, c'est-à-dire à créer la fluidité sur la route Kasumbalesa qui relie le Congo à la Zambie, mais aussi à faciliter une de nos missions, à faciliter la tâche aux chargeurs. C'est-à-dire que lorsqu'ils viennent, ils ont la facilité de trouver tous les services au sein du port, c'est-à-dire ils pouvaient faire facilement 3-4 jours au niveau de la barrière ou de la frontière, mais avec ce port, ils peuvent faire 1 ou 2 jours et passer. Et ça aura un impact positif sur la vente de la marchandise au dernier acheteur qui est la population. Donc, nous avons quelque chose à gagner, et de grand d'ailleurs, par rapport à ce procès de Kasumbalesa. Un bénéfice que le pays va enregistrer une fois que ces travaux terminés, Jean-Marie? Oui, tout à fait, un grand bénéfice. Pourquoi? Parce que ce port va non seulement désengorger, va fluidifier et va créer une certaine célérité dans l'exercice des activités de commerce, que ce soit à l'import, que ce soit à l'export, parce que tous les services vont se retrouver dans ce port. Et là où on mettait 3 jours, 4 jours, quelqu'un peut mettre quelques heures et terminer. Au cas où la procédure n'est pas terminée, vous avez vu, il y a eu combien d'incendies au niveau de ce poste frontalier? Parce que les chauffeurs et les convoyeurs de marchandises devaient dormir à même le sol en dessous de camions, allumer leur réchaud, faire leur petite casse-croûte, se nourrir et dormir à la belle étoile. Mais ce port va non seulement accueillir ces camions, va aussi construire des logements et des restaurants dignes au respect de l'activité que font nos partenaires qui sont les chargeurs. Mike Maene, pouvons-nous dire aujourd'hui que la construction de ces ports est une réponse aux problèmes qui se posaient avec acuité au niveau du poste frontalier de Kasumbalesa? Bien évidemment, c'est une réponse. Pour compléter, M. Jean-Marie, je dirais aussi quelque chose de très important. Ce port va créer de l'emploi. Il va créer de l'emploi pour les fils de Kasumbalesa. Non seulement en construisant, il y aura de l'emploi qui sera créé, mais nous allons aussi recruter des personnes qui vont devoir travailler au sein de ce port. Donc c'est toujours bénéfique pour la République. Toujours bénéfique pour la République. En dehors de Kinshasa, là je reviens chez M. Jean-Marie, en dehors de Kinshasa, quel est le système que vous utilisez aujourd'hui sur le plan de l'informatique pour essayer de faciliter le travail à travers tout le réseau en République démocratique du Congo et pourquoi pas à l'extérieur? Merci pour la question. Aujourd'hui, le développement, on ne peut pas parler du développement d'une nation sans passer par le numérique. Sans passer par le numérique, d'aucuns
savent qu'on dit aujourd'hui que le monde est devenu un village planétaire. Ça veut dire que les échanges se font à une telle vitesse que si vous ne vous mettez pas à jour, si vous ne vous mettez pas à pas, vous serez dépassé par les événements. L'OGEFREM, dans ses missions, se retracer les frettes. Les frettes utilisent les différentes voies d'acheminement. Nous n'avons pas que le voie routière, aérienne, fluviale, ferroviaire. Nous avons aussi un grand boulevard électronique qui nous relie dans le monde entier. Aujourd'hui, nous le gérons au niveau de l'OGEFREM, où nous avons un réseau de plusieurs mandataires, plusieurs intervenants qui sont éparpillés à travers le monde, mais qui sont gérés au niveau de l'OGEFREM. Ici, c'est la centrale, et chez chaque mandataire, nous en avons 7. Nous en avons 7 mandataires. Toute la République démocratique du Congo. 7 à travers la planète Terre. Nous avons 7, et chaque mandataire a aussi un réseau des agents portuaires qui sont connectés chez lui, et lui est connecté chez nous. D'où par ricochet, nous contrôlons donc même les sous-agents ou les agents portuaires qui œuvrent avec ce mandataire. Voilà le réseau que nous avons mis en place et que nous sommes en train de contrôler. Mais à cela, peut-être qu'on n'aura pas assez de temps pour développer ce sujet, mais c'est un sujet important sur les infrastructures et les développements au niveau de notre entreprise et au niveau de la République. Aujourd'hui, le numérique, on ne peut pas parler de développement sans parler du numérique. Tout le monde aujourd'hui voit comment les choses évoluent avec une vitesse grand V. Et si on ne se met pas à pas, si on ne forme pas, si on ne met pas à jour les agents, ça veut dire que ceux-ci ne vont faire que la routine et ils vont être dépassés par les événements. C'est pourquoi parmi les acquis, nous n'avons pas cité la formation qui s'est faite régulièrement et avec des experts dans les différents domaines. Ici, il y a des mises à jour, mises à niveau, recyclage des agents et cadres pour essayer d'être au niveau. Justement, ce mise à jour se fait. Ce mise à jour s'est fait régulièrement suivant un chronogramme et selon les différentes disciplines que nous avons au sein de l'OGEFREM. En tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais je vais vous accorder 2 minutes à chacun pour conclure l'interview d'aujourd'hui et ça sera fini. Je commence par Mike Maene, comme nous avons commencé par vous. Qu'est-ce que nous pouvons dire en conclusion par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Nous disons ceci. L'OGEFREM, qui est l'Office de gestion du fret multimodal, était devenu presque un canard boiteux il y a de cela 2 ans. Mais aujourd'hui, grâce au savoir-faire, grâce à l'implication, grâce à tout ce que vous voulez, grâce à tout ce que fait la nouvelle direction générale aujourd'hui, à travers M. le DG Patient Saïba Tamboué, nous avons vu, nous avons connu des grandes avancées. Et nous disons aujourd'hui, par cette direction générale, que notre seule limite aujourd'hui, c'est le ciel. Donc, nous allons toujours monter et monter pour démontrer à la face du monde qu'au Congo, nous avons des dignes fils du pays qui sont capables de faire mieux là où les autres n'ont pas pu faire quelque chose. C'est juste question de volonté. Jean-Marie Numbi, 2 minutes pour conclure cette interview. Merci. En guise de conclusion, je voulais plutôt ouvrir un chapitre que nous aurons peut-être le temps de développer prochainement, que je disais tantôt, je reste dans le numérique parce que l'OGEFREM est une entreprise de service et a pour mission de s'occuper de la facilitation des échanges commerciaux. Et jusque-là, du haut de ces 39 ans d'existence, l'OGEFREM s'est occupé de mode de transport traditionnel. Mais je voudrais ici évoquer qu'il y a une catégorie de chargeurs qui commence à devenir de plus en plus importants, qui utilisent la voie électronique, qui est aussi un boulevard, qui est aussi un mode d'acheminement de marchandises, qui utilise la voie électronique. Je voudrais qu'aujourd'hui, à travers votre micro, évidemment, qu'au sein de l'OGEFREM, que nous puissions réfléchir sur comment assister ces chargeurs-là, qui rencontrent certes beaucoup de difficultés,
parce que ce mode n'est pas réglementé, ce mode n'est pas suivi, ce mode n'a pas tout ce qu'il y a sur les modes traditionnels. Alors je voudrais aujourd'hui, à travers cette émission, vous dire qu'au sein de l'OGEFREM, nous devons réfléchir de comment encadrer, parce que telle est notre mission. C'est aussi du fret, c'est aussi des fret qui partent d'un point A vers notre pays, et nous devons le retracer et donner aussi de la facilitation à ces chargeurs qui utilisent cette voie-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Mike Maene Amissi, conseiller juridique ici à l'OGEFREM. Jean-Marie Numbi, chef de bureau Ferry. Message de remerciement du directeur général de l'ONG Magen David Adom de la Croix-Rouge israélienne. Il remercie le chef de l'État, le ministre de la Santé, mais aussi M. Dan Gettler, qui les a convaincus de venir aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre la Covid-19 grâce au déploiement du premier site massif à l'esplanade du Stade des Martyrs, site qui rencontre beaucoup de succès. Magen David Adom team is developing in Kinshasa. Ces propos à caractère encourageant du directeur général de l'ONG Magen David Adom de la Croix-Rouge israélienne démontrent la détermination dans la lutte contre la Covid-19. Ils vont en droite ligne de la stratégie adoptée par le gouvernement congolais pour l'éradication du coronavirus en République démocratique du Congo. Cette lutte en terre congolaise bénéficie énormément de l'appui de Dan Gettler qui a convaincu Magen Adom de venir aider le Congo dans cette crise sanitaire. La rencontre stratégique de responsables congolais avec le Dr Eteni Longondo, ministre de la Santé, a permis de se faire une idée claire. Le gouvernement de la République a pris et continue à prendre des dispositions conséquentes pour sauver le maximum de ses citoyens affectés et en même temps préserver la majorité de la population. Pour votre gouvernement, vous vous souviendrez qu'au début de cette maladie, nous avions connu beaucoup de désinformation de la part de certains compatriotes politiciens, journalistes et autres qui ont conduit à une réticence au niveau de la population malgré les efforts fournis par le gouvernement pour véhiculer la bonne information. Avec les statistiques qui deviennent encourageantes de 10,5% à 2%, il y a lieu de se réjouir. Parmi ces pays qui appuient la RDC dans cette lutte, il convient de citer l'État d'Israël. Il a permis, avec le site érigé au Stade de Martyrs, d'installer des instruments de lutte qui rencontrent du succès, tel que l'espère le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans cette même lancée, le remerciement va vers le coordonnateur de la riposte en République démocratique du Congo, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, et le ministre de la Santé, Eteni. Chers téléspectateurs, nous vous disons infiniment merci de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine, mais entre-temps, prenez soin de vous, respectez les 5 gestes barrières. Le coronavirus existe, il est dans nos murs, il tue sérieusement. Prenez bien soin de vous et soin de vos proches. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.